Jérémy, bonjour. Bonjour. Jérémy, toi et moi, on est dans la vingtaine. On joue des instruments qui, quand même, sont peu communs. Et la musique folklorique, auprès des jeunes de la vingtaine, c'est quoi la perception que t'as? La perception est très bonne, même si c'est pas ça que je percevais quand j'étais au secondaire. Au secondaire, je vous dirais que de secondaire 1 à 4, c'est pas quelque chose que je me suis vanté que je jouais de l'accordéon. Quand on arrivait dans un party, j'y traînais pas, je jouais moins, je m'affichais moins, veux pas. Pas par gêne, mais par manque de peut-être que le monde disait ils n'ont pas d'intérêt pour ça. C'est quand je suis arrivé en secondaire 5, veux pas, t'es le plus vieux de l'école, tu te fous un peu de l'opinion des autres. Ouais. Je dis cette année, je m'inscris à secondaire en spectacle, on le fait. Fait que je me monte un petit numéro avec l'accordéon, que je me déguise, le petit décor puis tout. Puis j'improvise un petit sketch comme quoi que je serais un grand-père qui raconte des histoires dans son jeune temps. Je sors l'accordéon, je joue 2-3 reels, le party pogne, ça lève, tout le monde, ben voyons non, je savais pas que tu jouais de l'accordéon. Puis c'est là que j'ai remarqué que c'était vraiment quand même bien vu, puis le monde tripe pareil, même si le monde n'écoute pas. Le party pogne, puis j'avais gagné le coup de cœur du public. Puis c'est à ce moment-là, avoir su peut-être, j'aurais pas dû pas me cacher, mais moins d'en parler. Ça aurait pu faire partie de tout mon secondaire, puis ça m'aurait pu m'emmener peut-être d'autres occasions. Mais tu sais, c'est vraiment, les jeunes aiment plus ça qu'on pense. Donc, pour toi, tu avais ton idée que c'était peut-être un petit peu plus niche comme instrument. Et là, lorsque tu as joué, tu t'es rendu compte que c'était plus ton idée que l'appréciation générale. Ben oui, c'est ça. Comme que j'ai dit dans les précédentes entrevues, des fois, je suis arrivé à des endroits avec mon accordéon. Tu arrives d'une place que c'est vraiment pas une soirée folklore où que le monde n'écoute pas ce genre de musique-là. Tu mets ça dans le coin dans le coin de la pièce, le monde, tu vas jouer de l'accordéon. Tu sors ça, tout le monde, hey, c'est le fun, puis c'est bien rare que le monde n'a pas de plaisir. Fait que, c'est peut-être une fausse idée qu'on se fait de la musique traditionnelle qui est encore présente quand même, puis des fois, je surprends mes amis à m'écouter, là. Ouais. Quand tu as joué la première fois devant ton secondaire, est-ce que tu avais cette certaine pression-là de dire est-ce que je vais être accepté? On est au secondaire quand même. Là. Ben, c'est pour ça je pense que j'ai attendu à secondaire 5, parce qu'en rendu à secondaire 5, comme le petit, ça me dérangeait pas. Puis c'est pas grave, tu quittes le secondaire, puis les autres personnes, c'était tous des jeunes plus jeunes. Fait que tu sais, j'avais pas de je m'avais pas mis de pression. Je m'avais dit ça passe ou ça casse. Et la musique traditionnelle, dans la vie de tous les jours, c'est pas quelque chose que tout le monde écoute sur leur MP3, j'ai envie de dire, dans leurs autos. Comment tu vois l'avenir de la musique traditionnelle quand le monde de notre génération écoute le rap, le rock, le pop? Comment tu vois ça? Bien, c'est sûr qu'il y a vraiment moins de jeunes qui en jouent, qui pratiquent l'accordéon, le violon, de la musique traditionnelle. Mais ceux qui en jouent sont vraiment, ont une qualité on a une plus petite quantité, mais une très bonne qualité de joueurs de musique traditionnelle. Je vous dirais que je suis pas tellement inquiet parce que je regarde avec aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui, là, on est capable en 2-3 clics de voir ce qui se passe un peu partout. Puis juste un peu présentement dans la Nodière, qu'est-ce qui est le fun, c'est de voir plein de jeunes qui se lancent dans la chanson à répondre, puis qui vont rechercher des répertoires traditionnels qui est en train de se perdre un peu. Fait que, c'est prometteur. C'est sûr que on n'est pas comme dans le temps que tout le monde avait 2-3 personnes dans sa famille qui en jouaient. Mais non, je pense que ça va rester. Là. Mais tu penses là que encore dans les cabanes à sucre, la musique traditionnelle va rester enclose au Québec? Là. C'est ça, tu sais, veut pas quand arrive le temps du jour de l'an, ça va tout le temps sortir, pareil, ça fait partie de nos traditions. C'est juste que moi, j'aime ça, en plein mois de juillet, fêter le jour de l'an. Ouais. Le jour de l'an, il est partout, puis le monde, tu sais. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que un accordéon, c'est vraiment polyvalent, qu'est-ce que tu peux jouer. Tu sais, à cette heure, j'ai transposé mon répertoire, pas juste dans le traditionnel folklorique. Ça m'a permis d'arriver, tu fais un party d'un camp dans le bois, puis là, c'est sûr qu'il y a plein de tunes que le monde tes chums connaissent pas, mais des cowboys fringants, du Caïn, du Bob Bissonnette, tu vas arriver, je vais le jouer ça, là, le monde fait « Hey, wow, tu peux jouer ça à l'accordéon? » Ben oui, je peux jouer. Tu sais, tu peux jouer n'importe quoi. Là. OK, donc tu es capable d'interpréter les succès du moment, j'ai envie de dire. C'est en plein ça. Fait que tu sais, j'ai joué avec des chansonniers,
j'embarque ça à la scène, tu sors une tune que tout le monde connaît, tu joues ça à l'accordéon, le monde, tu sais, wow, le monde triple, là, fait que c'est le fun pour ça, parce que quand veux pas, tu développes ton instrument, tu connais ton clavier, tu connais, tu sais, j'ai vu que je l'ai appris à l'oreille, ben il sort une nouvelle tune, tu l'écoutes, puis normalement, je suis pas mal capable de la transposer. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait de pouvoir s'adapter avec les nouvelles chansons, c'est ce qui va faire que l'accordéon va toujours garder une pertinence dans l'univers musical? Ben oui. Puis beaucoup de groupes là, où ben, qui sont moins folkloriques, qui ont rajouté un peu d'accordéon. Tu sais, maintenant, là, c'est pas rare qu'on entende de l'accordéon dans de la musique électro. Puis c'est super bon. Ça a commencé avec des tunes, là, ça me vient pas en tête, mais des fois, hey, ça c'est de l'accordéon qui joue là. Puis ça a vraiment pas rapport avec le folklore. Fait que ça va tout le temps rester quand même, je pense, avec différents styles, bien appréciés du monde. Et je veux parler quand même, peut-être une petite minute, de toi, la musique que tu écoutes. J'imagine que tu n'écoutes pas seulement que de l'accordéon lorsque tu travailles, lorsque tu te promènes. Parle-nous un peu de tes styles musicaux qui viennent te rejoindre. Écoute, c'est assez surprenant, là. On pourrait rester surpris en écoutant ma playlist aléatoire. J'écoute du n'importe quoi. Vraiment, là, ça peut être du rock, du rap. Je me dérange pas d'écouter du rap pas en tout. J'aime ça. Beaucoup de musique électronique aussi. Fait qu'il y en a qui pensent pas, j'arrive dans mon truck, hey, ouais, t'écoutes ça? Ben oui, j'écoute ça, tu sais. Donc le monde pense, ok, Jérémy, c'est le gars de traditionnel, et ça. là, ils sont surpris. Ils sont surpris, mais non, je suis vraiment large. Puis je pense que c'est ça qui est le fun aussi, parce que tu sais, tu peux apporter différents styles, puis que ça te fait permettre d'apprendre d'autres choses. Puis non, dans la musique, j'en écoute vraiment là, de tous les styles. Ça reste que le québécois, là, j'ai pas mal un petit penchant pour ça. Là. Et justement, je veux parler des groupes québécois. Tu m'as mentionné les Cowboys Fringants tantôt. Un peu plus tôt, on disait aussi Bottines Souriantes, grosse inspiration. Mais quel groupe de musique en ce moment, selon toi, est capable d'avoir un impact encore dans le monde traditionnel aujourd'hui? Ben, veux pas, les groupes comme Carotté. Oui, c'est vrai. Carotté, qui sont un groupe d'ici, des gars de par chez nous, là-dedans, là, t'as des jeunes, t'as comme plusieurs générations. C'est vraiment là, de la musique. Puis, veux pas, eux, c'est de la musique traditionnelle, mais ils apportent un côté punk rock dans leur musique qui fait que ça rejoint beaucoup de jeunes. Puis, quand tu vas les voir en spectacle, là, c'est beaucoup de jeunes qui les suivent. Là. Fait que non, des groupes comme ça qui me viennent en tête, le premier, là, c'est vraiment le fun. Donc j'en déduis que, on en a parlé de long en large, toi et moi, la musique traditionnelle est en santé et ça va rester quand même. Je dirais que oui, je suis pas inquiet. Ouais. Jérémy, je te remercie. Merci. Bonjour, je m'appelle Jérémy Plot et aujourd'hui je vais vous interpréter Saratoga accompagné de mon ami Gaëtan Lefebvre. C'est parti!
Tico Petit, bonjour. Bonjour. On parle des hommages que vous avez reçus, des trophées. D'abord, vous avez fait des concours de musique. Moi, on a commencé, ouais, il y avait des concours un peu partout, là. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'était avec, c'était quoi, des gens qui venaient vous chercher et disaient, bon, ben, Tico, tu peux participer à ça. Comment ça se faisait? C'était par l'entremise de certains amis ou comment ça fonctionne? Ben, c'était annoncé d'avance, là, tu sais. Ah oui? Concours à telle place, puis, ouais. OK, parce que vous faisiez pas juste ça aussi, vous faisiez des concours de siot. Chiotte un peu, le gars dans l'or. Ouais, des concours d'adresse qu'il y avait dans le temps. Lancer de la hache, puis... Ouais, dans les festivals, ouais. c'est Ben, vrai. ouais, ben. OK, vous avez participé. Donc, vous êtes un sportif, un compétiteur. Vous aimez ça, la compétition? Ben, ouais. Ouais. Et puis là, à ce moment-là, vous avez fait des concours de musique. Vous avez été dans des concours qu'il y avait dans le temps, là. Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Puis vous avez gagné plusieurs concours. On a gagné quelques fois, oui. Quelquefois, oui. Ouais, ouais. Puis c'était jugé comment? C'était qui était juge? Est-ce que Ah, vous- ça, il y a des fois qu'on ne savait pas, des fois qu'on le savait non? rien qu'après, des fois que... Ah, ouais. Ah, ouais. Ça, c'était encore une autre affaire, là. Des fois, qu'il y en a qui aimaient ça, d'autres n'aimaient pas ça, hein. Ouais, il y en a qui prenaient ça à cœur. Ah, oui. Puis vous autres, c'est plutôt un prétexte pour être avec des chums, puis Ben là, tu sais. fêter entre vous Ben, autres. ouais, oui, ben, oui. Encore là, il y avait un petit peu de liquide de ça. Un peu, oui. Un peu de liquide, oui. Et puis vous avez reçu, plus sérieusement, vous avez reçu des hommages aussi. Porteurs de tradition. Ouais, ouais. Mais ça, je ne m'attendais pas à ça, là, mais Ouais. j'avais eu ça. Donc c'est un genre de comité qui vous ont choisi. Ouais, ouais. Comme de quoi vous étiez, par votre musique, par votre manière de faire votre musique, que vous... J'imagine, là, tu sais. Ouais. C'est quelques années que vous avez reçu ça. Ouais, ouais. Exactement. Et puis, vous avez reçu aussi, vous avez été fêté aussi, on voit la plaque en arrière, 60 années de musique. Oui, oui. Ça, c'est un hommage, j'avais reçu, quoi, de la ville de Saint-Basile? Ouais, ouais. Ah, C'est Éric Jeunesse qui avait décidé ça. Il avait commencé sa salle, là. ouais. Puis, c'est ça. C'est lui qui avait décidé ça, là. Mais... Donc, c'était des jeunes qui avaient décidé de vous rendre hommage Ouais, pour ça? ouais. C'est bon. Ouais. Donc, ça veut dire que vous êtes surveillé plus qu'on pense, dans le sens que les gens apprécient beaucoup ce que, Bon, en tout cas. comme musique que vous avez fait. Surtout faire danser, là. Ouais, ouais. Surtout faire danser. Vous êtes à ce moment-là l'image de quelqu'un qui est très joyeux et qui portait aussi, là, comment dirais-je, là, qui rendait les gens heureux. Ben, Rassembler les essayé, gens. ouais. Tico Petit, un gros merci. On vous souhaite longue vie, on vous remercie pour le travail, puis on vous félicite pour le beau travail que vous faites. Merci beaucoup. Monsieur François Dumas, bonjour. Salut, Bienvenue à l'émission. ça fait plaisir. François, on parle aujourd'hui de la contrebasse, on parle de l'instrument comme tel, on parle des parties de tout ça. Il y a des ajustements là, en haut. Là. Ouais, On voit ça un peu comme le violon, il y a des Ouais. grosses clés. Oui, sauf qu'ils sont inversés. Ils pointent par là, et non pas comme un violon, que les clés sont chaque côté de la tête. Y a-t-il une raison là-dessus? Ben, c'est parce que c'est tellement gros. Là, c'est vraiment des... J'appelle plus ça des cordes, mais c'est plutôt des cordes d'acier, là, pratiquement. Les gros wires. là. Fait que pour être sûr de pouvoir tourner, autrement dit, accorder l'instrument sans problème, ils ont mis des clés avec, comme on dit, des gears, là, puis tout ça. Puis la clé, elle tourne là-dessus. Fait que c'est facile d'ajuster l'instrument à ce moment-là. Oui. Plus facile que le violon, peut-être? Ben, c'est une manière d'accorder ça qui est, je dirais pas que c'est plus facile. Étant donné la grosseur de l'instrument, c'est nécessaire d'avoir des clés comme ça. Tandis que le violon, c'est vraiment des clés de bois. Comparer un violon, en quelle sorte de bois que c'est, ça? Ben, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Les côtés et le fond sont en érable. La tête, le manche aussi. Le dessus est en épinette. Exactement le même principe qu'un violon. Et bon, les cordes sont plus grosses. Vous avez le chevalet qui est assez gros. Le chevalet est assez gros aussi. Et vous avez en bas aussi particulier une espèce de
de béquilles, si on peut dire. Ah, ça, la tige. La tige, oui. La fameuse tige, ça, c'est pour ajuster la hauteur. Oui. Ouais. Si une personne est plus petite, bien, nécessairement, on est obligé de la baisser un petit peu. C'est variable. Là. C'est ça. Il y a différents niveaux pour l'ajuster. Et encore là, au centre, à l'intérieur, vous avez un morceau de bois qui laisse passer le son, Ouais. comme le violon. Ici, là, Ouais. je le touche avec mes mains. Oui, l'arme, c'est le même principe qu'un violon. La seule affaire, c'est qu'il est pas mal plus gros. Oui, exact. Puis vous avez les ouïes, un terme assez comique. Oui. Les ouïes là, qui laissent passer le son comme tel. Oui, le son passe par là aussi. Exactement. Le rôle de l'instrument, d'abord, ça vaut combien, ça, un instrument de même? Disons que c'est la personne qui veut s'acheter une contrebasse demain matin doit s'attendre qu'elle ne paiera pas en bas de 4 chiffres. Là. Ah ouais? C'est des contrebasses flambant neuves, ça part à 3 000. D'accord. Ça part à 3 000. Moi, c'est sûr, je ne l'ai pas eu à ce prix-là. Là. Ouais. Mais parce qu'elle n'est pas jeune. Encore là, c'est comme la même chose que pour un violon. Plus tu vas payer, plus tu mets d'argent dessus, plus tu vas avoir la qualité. Ça, c'est indéniable. Par rapport au violon, un violon, ça vaut combien? Encore là, tu peux avoir un violon à 125, 150 piastres, puis tu as une cochonnerie dans les mains. Ouais. C'est des violons vendus pas cher pour le monde qui veut l'apprendre, puis c'est normal. Ouais. Si la personne aime ça puis elle devient bonne, bien là, il sera toujours changer d'instrument pour en avoir un de meilleure qualité. C'est la même chose pour la contrebasse. On parle aussi, là, y a-t-il un entretien là-dessus qu'on peut faire? C'est la même chose qu'un violon. Faut pas laisser ça proche d'une source de chaleur. Notamment, on ne met pas ça dans la cave à côté du poêle à bois. Là. Oui. Elle va faire la même chose qu'un violon. Ça travaille identique. C'est la même chose. Si c'est trop humide, le bois va renfler. Si c'est trop sec, elle va fendre. Elle va fendre. Exactement. Et ensuite de ça, on peut accorder. Comment ça s'accorde, ça, l'instrument? La note principale, comme on disait, c'est la même chose qu'un violon. C'est un La. Mais là, il va être pas mal plus grave. Oui. Bon, ça, le La est ici. Le Sol est là. Ré, La et Mi. Fait que quand on accorde la contrebasse, normalement, si la note de La est déjà ajustée, là, on peut se permettre d'ajuster. Par exemple, on va y aller à la corde de Mi. On revient sur La, toujours, pour être sûr de notre son. On ajuste le Ré et le Sol. Donc, c'est le La qui est le point de repère? Toujours. Dans le cas d'une contrebasse. Que ce soit pour une basse, une contrebasse, un violon, une guitare et un piano. Tous les instruments à cordes, la note de base, c'est un La. Un La 440, comme on dit. Là. Oui, d'accord. Et là, à partir de là, on peut faire notre... Exactement. Est-ce que c'est comme ça pour tous les styles de musique Tous les styles de musique, sans exception, sur cet instrument? sur cet instrument-là. Tous les instruments à cordes ont cette particularité-là. Oui. Ils commencent tous avec le La 440. On a parlé au début de l'émission, à un moment donné, qu'on pouvait, avec un archet... Oui. Bon. Oui. Quelle sorte d'archet qu'on utilise pour une contrebasse? Est-ce que c'est le même archet qu'un violon ou c'est... Elle est plus courte, plus mais elle est court. plus grosse. Le bois est plus gros, tout est plus gros. Si on se rencontre une prochaine fois, je pourrais te la montrer. Donc, vous avez l'archet qui va Oui, avec j'ai ça. l'archet qui va avec ça. Est-ce que c'est pour un style de musique particulier? Bien, c'est sûr qu'une contrebasse qui est jouée avec un archet, c'est beaucoup la musique classique. Oui. Parce que là, c'est vraiment un son caverneux. Là. C'est un son gras, un son grave. Puis ce son-là, on ne peut pas le retrouver avec une basse électrique. C'est impossible à faire, à part que c'est une contrebasse avec un archet. Donc, on parle à des gens qui sont des experts dans la contrebasse et on leur parle que vous avez une contrebasse classique, si on peut dire. Oui. Il va y avoir des sourires au visage, là. Les gens vont être contents de voir que c'est c'est vraiment le feeling là, de jouer avec ça, le genre de vibration qui est intéressant. La vibration elle-même de l'instrument, ça crée
ça crée un son qui... comment qu'on pourrait expliquer ça? Quand on joue du violon, on a la vibration qui nous passe ici. Ouais. Mais elle, la contrebasse, la manière qu'on est placé, faut vraiment lui toucher. Il faut vraiment qu'elle soit à côté sur nous. C'est un échange. C'est ça. Mais là, c'est parce qu'à la grosseur que ça a, si on joue avec un archet, là, le son qui nous traverse le corps, les vibrations, là, c'est assez particulier comme expérience. Où qu'on peut apprendre à jouer de la contrebasse? Bon, là-dessus, là, j'ai pas de mérite, je l'ai appris moi-même. Oui. La contrebasse, c'est sûr qu'il y a des écoles de musique qui vont donner une formation là-dedans. Que ce soit en contrebasse ou en basse électrique. Ça, c'est sûr qu'on peut avoir une formation pour ça. Moi, je l'ai appris tout seul, fait que je peux pas dire que vraiment que je suis la référence là-dedans, là, parce que je l'ai appris sur le tas, comme on dit, là. On vous a vu lors de plusieurs spectacles avec justement votre espèce de guitare Oui. et contrebasse. Oui, oui, Est-ce oui. que c'est un instrument qui est vendu comme ça? Oui, elle est fabriquée comme ça. Oui. Elle s'est vendue comme ça. Pourquoi qu'elle ressemble à une guitare, mais en réalité que c'est une basse? Bon, la réponse est bien simple. Le modèle qu'elle a, c'est parce que c'est une basse semi-acoustique. Autrement dit, elle n'a pas besoin d'être branchée pour fonctionner. Et puis, il y a l'avantage que, contrairement à une basse électrique complètement pleine, c'est beaucoup plus léger. J'adore ça, jouer avec ça aussi, là. C'est moins agressif, peut-être? C'est moins... Le son, c'est moins agressif, c'est moins métallique. Et puis, encore là, étant donné que c'est un instrument en bois vide, bien, on la sent vibrer quand même sur nous autres. Chose qu'on ne peut pas faire avec un instrument complètement plein. Donc, vous avez la vibration, vous avez le feeling, vous avez tout ça. Oui. Mais non amplifié, là. Ça veut dire que ça fait deux mondes C'est différents. deux mondes différents. Différents. C'est deux mondes totalement différents. François, on parle justement de la contrebasse, mais il y a un archet avec ça. Oui. Et l'archet est beaucoup plus court. Elle est plus courte, sauf qu'elle est beaucoup plus grosse en frais de la grosseur de la baguette. Mais ça se tient de la même manière qu'un archet de violon, comme ça. Sauf que c'est pas du tout la même manière, je veux dire, pour les coups, puis travailler avec ça, étant donné la grosseur. Et puis, vu que c'est pas mal plus court, c'est pas la même chose. C'est plus large aussi. C'est plus large, le crin est plus large. Oui. La pesanteur est là aussi. C'est plus pesant qu'un archet de violon. Oui. Beaucoup plus pesant. Bien, beaucoup plus pesant, il faut s'entendre. Par rapport à la grosseur de l'autre, le poids est là. Et puis, ben, le son que ça va créer, c'est particulier, tu sais. Je reconnais de la musique de film, hein? Ça a déjà été peut-être utilisé. Hey, on peut jouer de jazz avec ça. Ben, en réalité, c'était fait avec ça. Oui. Fait que, non, ça a son utilité, mais l'archet, pour la contrebasse, je dirais 98 % du temps, c'est la musique classique qui va s'en servir. Oui. Ouais. François, on parle ici de l'archet par rapport au violoncelle. Oui. L'archet de la contrebasse, la différence. Bon, l'archet de la contrebasse, si on la compare à celle du violon, elle est beaucoup plus courte. C'est celle-là du violon, à peu près cette longueur-là. Là. Elle est beaucoup plus courte, mais la baguette est beaucoup, beaucoup plus grosse. Le violoncelle, lui, la baguette va être légèrement plus petite, puis je dis très léger. Puis la longueur, ils vont à peu près y rajouter 3/4 de pouce, 1 pouce, pas plus. L'instrument est plus petit, il faut que la baguette soit plus petite, et ainsi de suite. Si on revient aux cordes, François, par Oui. rapport, le violoncelle par rapport à la contrebasse, est-ce que les cordes sont au même endroit? Les cordes sont au même endroit. Donc, c'est différent du violon, là. Oui, différent du violon. Donc, le violoncelle et la contrebasse
sont cousins ensemble. C'est cousins ensemble. Le violoncelle et l'alto, le gros violon qui est plus volumineux, mais qui se tient comme un violon, sont accordés identiques, sont accordés pareil. La, ré, sol, do. La contrebasse, elle, c'est complètement une autre chose. C'est complètement le violon inversé. Oui. Tout simplement. Est-ce que vous pratiquez beaucoup de cet instrument-là? Encore là, c'est... Oui, je vais pratiquer, mais pas dernièrement. Disons, la pandémie a fait que... Exact. On peut pas. Puis, deuxième affaire, c'est que jouer de la contrebasse seul, c'est pas plaisant, disons. C'est de la musique de gang. C'est ça. C'est un instrument de basse pour justement agrémenter la musique et donner un effet de pesanteur, de profondeur. J'attends juste l'occasion de pouvoir, à un moment donné, l'amener avec moi puis faire de la musique avec d'autres, puis être capable de jouer ça. François Dumas, un gros merci. Plaisir, Tony. Et on se revoit prochainement. Ça marche. Manon Chénard, bonjour. Bonjour. Nous sommes à votre école à Cap-Santé. On vient visiter ici vraiment là, une école pour les jeunes, pour les adultes. Dans une précédente entrevue, on a parlé que, bon, on est avec notre petit bonhomme fictif. Oui. Notre petit bonhomme est ici. Vous avez votre propre piano. Il y a le propre piano. On y écrit des choses. Il y a des cahiers qui existent. Maintenant, on est rendu un petit bonhomme. Bon, on a résolu le mystère de la main droite, la main gauche et tout ça. Et est-ce qu'on commence par apprendre à accorder? On commence la gamme? Comment est-ce que mon petit bonhomme, avec tous ces outils-là, qu'est-ce qu'il peut apprendre? En fait, mon cours, à chaque fois que l'élève vient me voir, est séparé en plusieurs parties. D'abord, le réchauffement. Donc, il faut faire les gammes. Il faut apprendre à dénouer ces doigts-là en faisant gamme de do, gamme de sol, gamme de fa, etc. Plus ça va, plus on complique les choses, on fait des arpèges, simplement pour délier les doigts. Ensuite, on a un petit livre que je travaille avec, ça s'appelle Dozen a Day. Alors, c'est des petits exercices de technique. Donc, do, ré, mi, on peut jouer ça de différentes façons. Je vais ouvrir mon piano. Ben oui, OK? ben oui. Donc, do, ré, mi, par exemple, on peut jouer de façon liée. OK? Alors, dans mon livre de technique, je vais pouvoir faire... Alors ça, on peut dire que le son est lié, il n'y a pas eu de silence. Je peux aussi faire des staccato. Donc, ça peut être... C'est encore le même rythme, mais joué de façon différente. Je peux aussi faire... Alors, voyez-vous, les deux premières étaient liées, la troisième était sautée. Donc, do, ré, mi, là, je peux faire différentes choses avec ça, comme dans une recette. Bon, je ne parlerai pas de cuisine parce que ma réputation me précède, mais avec des œufs et de la farine, on peut faire pas mal d'affaires. Oui. En tout cas, je pense. Donc, alors, on fait de la technique. Donc, apprendre à lire les différents signes qui veulent que je joue d'une certaine façon. Donc, le legato, il y a un signe pour ça. Le staccato, il y a un signe pour ça. Le coulé, il y a un autre signe pour ça. Alors, il faut apprendre le langage de la musique, qui est comme le français. Hein? On peut dire « Bonjour, je m'appelle Manon Chénard ». Alors, c'est assez terne comme énergie. Hein? Comme je peux dire « Bonjour, je m'appelle Manon Chénard ». Alors ça, c'est la façon de dire ces mots, donc la façon de dire les notes. Ensuite de ça, je vais travailler avec la méthode progressive, donc où tranquillement on commence à parler d'accords, on commence à lire la musique sur la portée. Je vais compléter avec des pièces que moi j'écris, donc que l'enfant, je sais qu'il va être intéressé, soit par la musique de film, la chanson, des pièces classiques, peu importe, mais je vais l'adapter à son niveau. Donc je vais écrire à l'ordinateur sur une portée musicale, comme les livres qu'on achète là, en magasin, mais c'est expressément fait pour lui, donc pour son niveau.
Donc, on va faire ça. Puis après, on fait des duos. Donc, l'enfant aime bien ça. Quand il sait ses pièces, alors là, moi, je me mets sur mon piano, lui sur le sien, puis je complète. Je ne joue pas la même chose que lui, mais je fais plutôt l'orchestre, en fait. Et j'ai aussi la même chose dans mon ordinateur. J'ai une banque de petites pièces où est-ce que l'enfant peut jouer. Et on se fait accompagner, puis là, je dis par l'orchestre de Grondines ou par l'orchestre symphonique de Saint-Uribe ou peu importe. Bon. Alors, là, l'enfant adore ça parce qu'il entend la batterie, il entend la guitare, il entend tout ça, puis il joue au travers ça. Alors, ça, c'est fantastique. Et ça, c'est pour l'enfant. Oui. Évidemment, avec un adolescent, un adulte ou une personne aînée, ça doit être différent. Ça va être différent, mais on passe par le même élan. Donc, Oui. les gammes, la technique, la méthode qui va être pour adultes à ce moment-là. Donc, au lieu de faire Old MacDonald had a farm, E-I-E-O pour les enfants, mais ça va être Love Me Tender de Elvis, par exemple. Oui. Donc, pour que l'oreille ait toujours une référence pour dire OK, je ne sais pas tant mes notes, là, je suis en train de les apprendre, mais mon oreille me dit que je l'ai là, parce que je la connais, cette chanson-là. Alors, ça aide ça aussi à se rassurer dans ce qu'on est en train de faire. Ça, ce sont vos cours réguliers. Oui. Une fois par semaine? Une fois par semaine. Certains adultes vont préférer être aux 2 semaines parce que, bon, beaucoup de travail, Ouais. travail sur appel ou tout ça. Alors ça va être aux 2 semaines. Évidemment que ça va moins, ça va moins rapidement. Hein? Bon. Mais aussi, c'est que le petit danger du 2 semaines, c'est que si on a une erreur, bien, on la travaille pendant 14 jours. Alors ça, avec les enfants, je ne le fais pas. Je veux pas qu'on soit aux 2 semaines avec les petits. Je préfère qu'ils viennent me voir 30 minutes à chaque semaine, mais qu'ils viennent à chaque semaine. Moi, je suis comme un tuteur, hein, une plante qui veut pousser croche. Alors, je vais m'arranger pour remettre tout ça droit, puis on continue. Un cours, j'arrive ici, on est mercredi soir, il est 7h30. Ça dure combien de temps? Les petits, en bas de 7-8 ans, ça va être 30 minutes, automatiquement. Quand je vois qu'ils ont appris à s'asseoir à l'école, hein, c'est une autre étape dans leur vie d'étudiants. Ils ont appris à s'asseoir, à se concentrer. On va augmenter ça à 45 minutes. Puis, adolescents au secondaire, on y va avec 1 heure par semaine. Évidemment, si c'est leur désir. Si eux autres, ils disent, moi, après 45 minutes, je veux arrêter parce que je suis plus capable, c'est correct, on le fait. Il n'y a pas de problème. Autant pour les adultes aussi? Autant pour les adultes. Il y a des adultes qui seraient avec moi de 2 heures de temps, mais c'est moi qui ne veux pas. Je veux d'autres élèves. On peut en parler aussi parce que c'est exigeant pour un professeur de s'adapter à différentes personnes. Oui. Vous dites que vous avez quoi, 40 élèves? 52, là. Bon, alors ça doit être 52 manières différentes. Absolument. J'ai rien d'obligatoire à passer. Je vais passer mes gammes, ma technique, ma méthode, les pièces, mais ça va être à la vitesse de la personne, selon l'intérêt, la pratique. Chacun, là, c'est une variable ambulante. Si je suis intéressé, Manon, à apprendre le piano, j'appelle Manon, on prend un rendez-vous pour, discuter de toutes sortes de choses. Est-ce que c'est des sessions? Comment ça fonctionne? Supposons que j'arrive, moi, le 28 août. Alors, début mois de septembre, fin août, début septembre, comment ça fonctionne? Bon, évidemment, avec 52 élèves, j'ai une liste d'attente. Je suis toute seule pour enseigner. Donc, si vous pensez que votre enfant de 3 ans, dans 2 ans, c'est quelque chose que vous aimeriez qu'il fasse dans la vie, toucher au piano ou chanter, peu importe, remplissez tout de suite la fiche de préinscription parce que moi, j'ai vraiment une liste d'attente d'une dizaine d'élèves. Donc, quand on réussit à rentrer dans mon horaire, là, c'est pour toute la vie. Mais c'est ça, c'est pas facile. Il y a 3 sessions. Donc, une session d'automne qui est de 13 semaines, session d'hiver qui est aussi de 13 semaines avec la semaine de relâche. Et puis, il y a une session d'été. Là, c'est beaucoup plus facile d'intégrer mon horaire, en fait, parce que j'ai une trentaine d'élèves seulement. Les élèves réguliers partent en vacances ou prennent un break. Alors, pour les débutants ou ceux qui veulent essayer, c'est le temps, l'été. C'est un 9 semaines, mais ça ne leur garantit pas que je vais être capable de les inclure dans mon horaire de l'automne. Mais au moins, l'initiation est faite. Ils sont capables de se dire, est-ce que j'ai aimé ça? Est-ce que j'ai aimé la discipline? Est-ce que je me suis bien entendue avec Manon aussi? Ce qui est rarement arrivé qu'on ne s'entendait pas. Je pense que je ne me souviens pas d'un élève qui ne m'aimait pas. Mais bref.
Ça se peut, mais je ne suis pas au courant. Donc, c'est de prendre un rendez-vous, mais remplir la fiche d'inscription sur mon site Internet, manonchenard.com. Donc, avec ça, là, aussitôt que j'ai une place qui se libère, ça peut être en plein milieu de la session. J'ai un élève qui déménage ou qui se casse une jambe ou quelque chose. Ah, j'ai une place. Pouvez-vous intégrer mon horaire? Manon, est-ce qu'il peut arriver, certains élèves ont pratiqué quand ils étaient jeunes, ils ont appris des choses avec les sœurs eux aussi. Oui. Ils sont rendus maintenant à la retraite, pré-retraite, 60, 65 ans, ils cherchent une activité. Oui. Est-ce que ça pourrait être possible à ce moment-là, Certainement. malgré la méthode qu'ils avaient appris à l'époque? Certainement. Ah Il y en ouais. a qui m'appellent, qui disent « Je ne connais rien du tout ». Je leur dis « C'est tant mieux ». Parce qu'il n'y a pas de faux plis qui se Oui. sont C'est important. ajoutés, installés, tout ça. Il y en a qui sont autodidactes aussi. Si on les reconnaît, par exemple, ils vont faire un accord avec ces 3 doigts-là. Ils vont faire ça comme ça. Alors, ça, tu sais qu'ils l'ont appris tout seuls, parce que autrement, un accord, ça se fait avec d'autres doigts. Donc, moi, je pars avec ce qu'ils savent, puis au début, c'est un petit peu décourageant. Ceux qui ont appris, puis qu'ils ont encore quelques souvenirs ou qui pratiquent depuis longtemps tout seuls, je leur dis, soyez patients, vous ne le regretterez pas. Évidemment, il y a des petits faux plis que je vais leur laisser parce que ça ne dérange pas personne. Mais sinon, pour faciliter l'exécution, aller plus vite, par exemple, on va utiliser d'autres doigtés, d'autres façons de faire. Est-ce qu'il y a une période d'essai dans votre inscription Non. ou si obligatoire, supposons 13 semaines, c'est 13 semaines? Oui, c'est ça, OK. c'est 13 semaines parce que Oui. je considère qu'après 7-8 cours, Oui. là, on commence à dire, là, j'ai l'air d'aller ou je ne l'ai pas. Hein? Après un cours, à moins vraiment de me détester, là, puis de ne pas aimer ce qui se passe ici ou d'être allergique à mes chats, on continue là. Parce qu'il faut montrer aussi la persévérance. Hein? Oui. Ça, il faut se rendre au bout de l'idée qu'on avait. Là. Ça, c'est super important. Manon Chenard, merci beaucoup. C'est un plaisir. Monsieur Gaston Nollet, bonjour. Bonjour, bonjour Tony. Nous sommes aujourd'hui chez vous, dans votre atelier, dans votre salle de pratique, dans votre salle d'études. C'est vraiment merveilleux tout ce qu'il y a ici, là, un véritable, comment dirais-je, véritable... Petit musée. Un petit musée, exactement. Presque. De souvenirs, de cadeaux et de toutes sortes de choses, c'est parfait. Monsieur Gaston, on est aujourd'hui à l'émission Amusons-nous jeunesse pour les jeunes. On demande aux maîtres de musique de la région de nous donner des conseils pour les jeunes, pour ceux qui voudraient commencer à jouer de la musique et ceux qui jouent déjà. Monsieur Gaston, d'abord on va parler de vous, on va faire un historique. Quand vous étiez jeune, il y a quelque temps... Il y a un bon bout de temps. Vous avez commencé, parlez-nous un peu de vous quand vous avez commencé à faire de la musique. Bien, moi, j'ai commencé chez ma grand-mère. Ça se passe chez ma grand-mère quand le premier déclic pour l'accordéon, si on veut. C'est que chez ma grand-mère, il y avait un piano mécanique. Et les oncles, ma tante, eux autres, ils avaient le droit d'aller dans le salon pour faire jouer le piano. Et puis les enfants, nous autres, on n'avait pas le droit. On était obligés de rester au bord du salon. Parce que les grands-mamans ne voulaient pas que les enfants jouaient dans le salon. Bon, ça. Après ça, c'est que sur le piano, il y avait un petit instrument, un vieux Ludwig, un accordéon. Et puis, un jour, j'avais environ 12 ans, un de mes oncles, un des frères de ma mère, qui jouait aussi l'accordéon piano, mais il prenait aussi l'accordéon bouton, et il était capable d'en jouer. Donc, il prend ça, puis il se met à jouer. Moi, j'ai comme fait un... Bon, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, tabarouette? Tu sais? Donc, après ça, ça a resté comme ça, hein, parce que c'est pas automatique que tu commences tout de suite après. Mais 2 ans plus tard, j'ai rencontré ma femme, on s'est mariés après ça, plus longtemps quand même. Puis après 7 ans de fréquentation, dans ce temps-là, c'était la mode. Et puis, avant de connaître ma femme Nicole, j'ai connu son frère André, avec qui je me tenais beaucoup. C'était mon meilleur copain du temps.
Et puis, lui, il jouait du piano un petit peu. Et il y avait un piano chez eux. Puis, sa mère, à un moment donné, trouve un accordéon à vendre et achète l'accordéon qui était un petit Erika 2 rangs, un honneur Erika. Et puis, pour André, qui voulait qu'il apprenne ça parce que l'accordéon, c'était un beau son et tout. Mais lui, il n'aimait pas tellement ça, l'accordéon. Il aimait mieux le piano. Mais moi, quand j'ai eu la chance, en me tenant avec lui, d'essayer ça, là, je me disais, hey, ça, j'aimerais ça. C'était comme un mal qui me rongeait, là, que je voulais essayer de jouer. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mon copain, André, ne voulait pas jouer de l'accordéon. Sa mère dit, bon, on ne peut pas vous garder ça, là, ça n'a pas de bon sens, là, ça va dormir. Puis bon. Ce qu'elle a fait, elle l'a mis à vendre. Et qui l'a acheté? Une des sœurs de ma mère, ma tante Thérèse, pour qui j'ai un immense respect aujourd'hui qu'elle ait fait ça, parce qu'elle demeurait à Cap-de-la-Madeleine, ici à Cap-de-la-Madeleine, mais sur la rue Notre-Dame, on allait vers le sanctuaire. Et puis elle restait à 250 Notre-Dame. Et puis moi, je restais à Trois-Rivières, sur la rue Sainte-Marguerite. Ça représentait 7 à 8 kilomètres. Et après l'école, 2, 3 fois par semaine, à pied, j'allais chez ma tante Thérèse pour essayer l'accordéon. Puis ça a commencé comme ça. C'était vraiment un déclic extraordinaire. Ça m'a pris du temps à contrôler les premières pièces. Mais ma tante Thérèse et ma mère avaient des notions parce que ses frères jouaient. Puis ma mère m'a donné ses notions et puis j'ai commencé avec ça. J'ai appris quelques pièces. La première pièce que j'ai touchée, c'était, assez curieusement, Lily Marlene. Et puis, est-ce qu'on peut l'entendre sur l'instrument que vous avez à l'heure actuelle? Est-ce que c'est fait? Oui, mais là, c'est pas l'instrument pour jouer ça vraiment, mais... À longtemps, là. Ça fait un bout. Tous deux, Lily. Ouais, ça, c'est la première pièce que j'ai comprise, qu'on pourrait dire comprise un petit peu, parce que la musique, c'est quelque chose, il y a beaucoup de choses à comprendre, mais le rapport entre écouter et puis faire, ça prend un petit peu de temps à faire ça. Ça prend un petit peu de temps à faire ça. Et ça a fonctionné. Alors oui, Gaston, hein, vous avez parlé là, des influences que vous avez eues de votre tante, de votre mère, ainsi de suite. Maintenant, un peu plus tard, là, on tombe dans les âges, je ne sais pas moi, de 25, 30 ans peut-être un petit peu plus tard? Non, plus tard que ça. Plus tard que ça? Non, moins tard que ça. Je veux dire moins tard que ça parce que ça, là, j'avais 14 ans quand ma tante a acheté l'accordéon. Et puis, là, après ça, j'ai mon père qui adorait la musique, adorait l'accordéon, le violon, mais qui ne pouvait pas en jouer parce qu'il n'y avait pas l'oreille musicale, il n'y avait pas... Par contre, il aimait prendre une bière, comme tous les gens de son époque, et puis 2, puis 3, bon. Et puis, il connaissait des musiciens parce que les musiciens se rassemblaient, faisaient des genres de jam à la taverne à Trois-Rivières, sur la rue Royale. Ça s'appelait la taverne 150, au coin de Royal et Saint-Georges. Ça n'existe plus. Mais il y avait des jams là et il y avait Isidore Hubert, un extraordinaire violonneux de Trois-Rivières, qui a fait même un disque, qui a un vinyle. Là. Et puis, il y avait toute sa famille était des musiciens, eux autres, toute sa famille. Et donc, il y en avait un qui jouait du violon, l'autre l'accompagnait au piano, puis, la guitare et tout ça. Bon. Et il y avait aussi Gilles Paré qui allait là, à la taverne 150, et ça virait la musique là. Et mon père ramenait ces gars-là chez nous, et puis payait la bière ou quelque chose comme ça un petit peu. Ouais. Et puis là on passait des soirées. Moi, j'ai passé des soirées jusqu'à 3 heures du matin à écouter jouer Gilles Paré chez nous. On avait une vieille maison centenaire, puis vieille maison. Et puis là, il y avait un escalier comme ça, là, avec, il n'y avait pas de rampe. Okay. Et puis, parce que la rampe était enlevée depuis longtemps, en tout cas. Et puis moi, je me rappellerai toujours de ma position dans les marches. J'étais assis à peu près au milieu du palier, là.
Puis là, j'étais en admiration devant ça. Là. Gilles Paré qui jouait de l'accordéon. Des fois, il apportait un accordéon, un rang. Il jouait toute la soirée là-dessus. Je peux te dire que ça m'impressionnait, là, terriblement. Aujourd'hui, je sais bien que c'est bien faisable, là, évidemment. Mais dans ce temps-là, oh là là. Et il amenait souvent, il amenait une 3 rangées. Oh, ben là, on tombait, c'était l'enchantement. Oui. Et il venait toujours avec François Lard. Bien sûr. Aïe, une belle découverte aussi, hein? Extraordinaire découverte. Et il amenait aussi Jean-Marie Croteau, qui est un chanteur country de Trois-Rivières, qui vit encore, qui a 89, 90 ans, que j'ai vu justement il y a à peu près un mois, que je suis allé visiter pour le souvenir et tout ça. Ben oui. Et lui, il chantait des chansons comme Souvenir, Souvenir, des affaires comme ça, le chanteur country. Mais Gilles Paré, il aimait ça. Il aimait ça, le country. Donc, il jouait un peu d'accordéon dans les chansons, puis François accompagnait, puis lui, il s'accompagnait à la guitare aussi. C'était vraiment un gros party. Merde. Là, à un moment donné, je me suis acheté une petite enregistreuse. Dans ce temps-là, c'était pas cassette. C'était la même grosseur qu'une enregistreuse à cassette, mais c'était des bobines. Des petites bobines. Des petites bobines. Et puis, là, j'ai enregistré des heures, plusieurs fois que j'ai enregistré Gilles Paré. Aujourd'hui, je suis tellement désolé de ne plus avoir accès à ça parce que quand j'ai voulu les changer de format pour les mettre sur cassette au départ, j'avais pas le bon équipement. J'ai plus magané ça que je les ai plus. Okay. Je les ai plus, les roulettes. Okay. Et après ça, j'ai découvert, par exemple, c'est pour ça aussi que mes enregistrements sont plus bons, c'est que j'avais le pivot de l'enregistreuse. Je pouvais enlever le pivot et je tombais à moitié de vitesse. Changeais de vitesse. Donc, un ré restait un ré. Extraordinaire. Donc là, j'entendais les mêmes pièces, mais jouer lentement. Puis, mais c'était extraordinaire là, pour apprendre. Aujourd'hui, c'est tellement facile avec un ordinateur là, puis les logiciels qu'on a. Aujourd'hui, on se paye la traite comme ça. Là, on a ça tout de suite. Là. Merci. Bonjour, Hugo Genois, accordéoniste depuis 1 an et demi. Moi et mon ami Gaëtan Lefebvre vont vous présenter La valse des sorciers.
Bonjour, je me présente Francis Fauché. Aujourd'hui, avec Gaétan, on va vous interpréter Fraîcheur.